Le sol était froid. C'était la première chose que j'ai sentie. Un froid mordant qui traversait mon jean et me glaçait les os. L'odeur de la poussière et du bois ancien emplissait mes narines. Une odeur familière? Celle du débarras sous l'escalier. Mais cette fois, elle était différente. Elle sentait la prison. De l'autre côté de la porte en bois, la musique pulsait, si forte que je sentais les vibrations à travers le plancher. Des basses lourdes, des rires aigus, des vers qui s'entrechoquent. La fête. Leur fête. Mon cœur battait un rythme désordonné contre mes côtes. J'ai posé la paume de ma main sur la porte. Elle était solide. Sans pitié. La poignée ne tournait pas. Il l'avait verrouillée de l'extérieur. Mes enfants. Mes propres enfants m'avaient enfermé ici. Des voix se sont approchées. Étouffées par la musique. J'ai collé mon oreille contre le bois, retenant ma respiration. Tu es sûr qu'elle ne va pas sortir? C'était la voix d'une fille. Une amie de Chloé. Sans doute. Puis la réponse de mon fils. Léo. Sa voix, habituellement si profonde et calme, était tendue, presque méconnaissable. La clé est dans ma poche. Elle ne peut rien faire. Un silence. Puis la voix de ma fille. Chloé. Douce et claire. Comme un poignard de cristal. Laisse-la là. Elle va juste gâcher la fête. Le monde s'est effondré. Ces mots. Gâcher la fête. C'est tout ce que j'étais pour eux? Un obstacle? Un problème à cacher dans un placard? L'air m'a manqué. J'ai reculé. Le dos heurtant une pile de vieux cartons. Les souvenirs de toute une vie s'y entassaient, leurs dessins d'enfants, leurs premiers chaussons, les photos de nos vacances au bord de la mer, quand nous étions encore une famille. Une famille heureuse. J'ai fermé les yeux. La tête me tournait. La musique semblait se moquer de moi. Chaque battement de basse était un coup de marteau sur mon cœur brisé. Ne gâche pas notre plaisir. C'est ce qu'ils avaient dit avant de fermer la porte. Et j'étais là. Dans le noir. Seul avec le fantôme de la mer que je pensais être. Mais tout cela? C'était la fin. Le début. C'était quelques semaines plus tôt. Un matin d'automne ordinaire. Le soleil filtrait à travers les rideaux du salon, dessinant des rectangles lumineux sur le parquet. La maison était silencieuse, d'un silence presque assourdissant. C'était toujours comme ça le matin. J'étais la première levée, naviguant dans la pénombre comme un fantôme familier. J'ai allumé la machine à café. Son doux murmure était la seule réponse à ma présence. Sur le plan de travail de la cuisine, j'ai disposé 3 bols, 3 verres de jus d'orange, et sorti la boîte de céréales préférée de Léo. Celle au chocolat qu'il mangeait depuis ses 10 ans. Pour Chloé. J'ai coupé quelques fruits frais. Des fraises et du kiwi. Qu'elle picorait parfois en regardant son téléphone. Le premier à descendre fut Léo. À 17 ans, il était déjà plus grand que moi. Une masse d'angles et de contradictions adolescentes. Il avait les cheveux en bataille et les écouteurs déjà vissés sur les oreilles. Il a grogné quelque chose qui ressemblait à un bonjour. A attrapé une brique de jus de fruits dans le frigo et une pomme sur la table. Tu ne prends pas de petit déjeuner? Mon chéri? J'ai sorti tes céréales. Il a haussé les épaules, sans retirer ses écouteurs. Il a juste montré sa montre du doigt. En retard. Toujours en retard. Il a attrapé son sac à dos qui traînait par terre, manquant de renverser une chaise, et a claqué la porte d'entrée. Je n'ai même pas eu droit à un au revoir. Je suis restée là. Un instant.
regardant le bol de céréales intact. Une petite boule de tristesse s'est formée dans ma gorge. Puis ce fut le tour de Chloé. À 15 ans, elle vivait dans un monde parallèle. Un monde contenu dans le petit écran de son smartphone. Elle est descendue, les yeux déjà rivés sur son fil Instagram, tapotant frénétiquement avec ses pouces. Elle s'est assise à table, a poussé le bol de fruits de côté et a attrapé la boîte de céréales de son frère. Bonjour. Ma puce. Bien dormi? MMMH. A-t-elle répondu? Sans lever les yeux. Un sourire a traversé son visage. Mais il n'était pas pour moi. Il était pour une vidéo. Un message. Une photo. Tu as un contrôle aujourd'hui? Ai-je tenté? Non. Tu veux que je vienne te chercher ce soir? Je peux finir un peu plus tôt. Non. Je rentre avec Léa. Chaque mot était un effort. Chaque réponse était une porte qui se fermait. Elle a avalé quelques cuillerées de céréales, a bu son jus d'orange d'un trait, puis s'est levée. J'y vais. À ce soir. Et elle a disparu, laissant derrière elle le parfum de son shampoing à la vanille et un silence encore plus profond. Je me suis assise à la grande table de la salle à manger, conçue pour 6 personnes. Il y avait mon bol, encore plein. Le bol de Léo, vide de présence. Le bol de Chloé, à moitié mangé. La maison, cette grande maison que Julien et moi avions achetée 10 ans plus tôt, semblait trop vaste pour moi seule. Chaque pièce était imprégnée de souvenirs. Le salon, où nous regardions des films en famille le vendredi soir, tous blottis sous un grand plaid. Le jardin, où Julien apprenait à Léo à faire du vélo, et où Chloé faisait des bouquets de pâquerettes. Maintenant, Julien n'était plus là. Le divorce avait été prononcé il y a 2 ans, mais son absence était une présence constante, un trou béant au milieu de nos vies. J'ai bu mon café. Froid. Puis, j'ai commencé ma routine. Ranger les bols, nettoyer la cuisine, lancer une machine. Des gestes automatiques, des rituels pour remplir le vide. En passant devant le bureau, j'ai vu une caisse en carton que j'avais sortie du grenier la veille. Affaire Julien. J'avais décidé qu'il était temps de faire du tri, de me débarrasser de ce qui ne m'appartenait plus. J'ai ouvert la caisse. Une vieille montre qu'il ne mettait plus. Un livre de poche corné. Une photo de nous 4 prise à Étretat. Sur la photo, nous sourions. J'avais l'air si jeune, si insouciante. Julien me tenait par la taille, son regard protecteur. Léo et Chloé étaient petits. Leurs visages barbouillés de glace. Une famille parfaite. Une illusion. J'ai senti les larmes me monter aux yeux et j'ai refermé le carton brusquement. Pas aujourd'hui. Je n'étais pas assez forte aujourd'hui. Mon téléphone a sonné, me tirant de ma torpeur. C'était lui. Julien. Mon cœur a fait un bond stupide. Une vieille habitude qui refusait de mourir. J'ai décroché. Élise? Ça va? Sa voix était toujours la même. Chaleureuse. Assurée. Un peu distante. Ça va. Julien. Et toi? Parfait. Écoute. Je t'appelle pour Léo. J'ai eu ses notes du dernier trimestre. C'est un peu juste en maths. J'ai soupiré. Je sais. Je lui ai dit qu'il devait travailler plus. J'ai proposé de lui trouver un tuteur. Mais il refuse. Laisse tomber le tuteur, a-t-il dit avec une légèreté qui m'a irrité. Il faut le motiver.
C'est tout. Je lui ai promis quelque chose. S'il a la moyenne à son prochain bac blanc, je lui offre le scooter dont il rêve. Le sang m'est monté à la tête. Quoi? Mais on avait dit non pour le scooter. C'est trop dangereux. Et il doit se concentrer sur ses études. Pas sur les balades avec ses amis. Élise. Ne sois pas si rigide. C'est le meilleur moyen de le faire travailler. Une carotte. Ça a toujours marché. Il faut être moderne. Être moderne. Ces mots résonnaient comme une critique. Comme si j'étais une relique du passé. Une mère dépassée. J'étais celle qui imposait les règles. Qui s'inquiétait. Qui disait non. Lui. Il était le père cool. Celui qui offrait des cadeaux. Qui achetait leur affection à distance. Julien. Tu ne peux pas prendre ce genre de décision sans m'en parler. Tu me mets dans une position impossible. Ne dramatise pas. C'est pour son bien. Bon. Je dois te laisser. J'ai une réunion. On s'appelle. Et il a raccroché. Je suis restée là. Le téléphone à la main. Bouillonnant d'une colère impuissante. Il avait encore gagné. Il avait encore réussi à me faire passer pour la méchante. La rabat-joie. Et Léo? Bien sûr. Allait l'adorer pour ça. Plus tard dans l'après-midi. Alors que j'étais dans le jardin à tailler un rosier qui avait l'air aussi fatigué que moi. J'ai vu la tête de Sophie apparaître au-dessus de la haie qui nous séparait. Sophie était ma voisine. Mon amie. Mon ancre dans la tempête. Veuve depuis 5 ans. Elle avait une force et un pragmatisme qui me manquaient cruellement. Ça n'a pas l'air d'aller fort? A-t-elle lancé? Un petit sourire en coin. J'ai laissé tomber mon sécateur. C'est si visible que ça? Tu massacres ce pauvre rosier comme si c'était ton pire ennemi. Laisse-moi deviner. Julien? J'ai hoché la tête, m'appuyant contre la clôture. Je lui ai raconté l'histoire du scooter. Elle a écouté. Les sourcils froncés. Quel idiot! A-t-elle conclu sans détour. Il achète la paix. Mais c'est toi qui paies les pots cassés. Classique. Le pire, c'est que les enfants ne le voient pas. Pour eux, c'est lui le héros. Moi, je suis juste celle qui est là tous les jours. À leur rappeler de faire leurs devoirs et de ranger leur chambre. Je deviens invisible. Sophie. Ou pire. Je deviens un meuble. On ne me remarque que quand je suis sur le chemin. Tu n'es pas un meuble. Élise. Tu es le pilier de cette maison. Le problème, c'est que tu les as habitués à ce que tu sois toujours là. À tout gérer. Ils ne voient plus les efforts. Ils ne voient que le résultat. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Et toi? Quand est-ce que tu penses un peu à toi? Tu te souviens de l'architecte brillante qui dessinait des maisons incroyables? Où est-elle passée? Ces mots ont touché un point sensible. L'architecte. C'était une autre vie. Une vie où j'avais des projets. Des ambitions. Une vie que j'avais mise en pause pour élever mes enfants. Pour soutenir la carrière de Julien. Une pause qui s'était transformée en un arrêt complet. Elle est quelque part dans un carton? Au grenier? Avec les affaires de Julien? Ai-je murmuré. Sophie a secoué la tête. Non. Elle est là. Juste derrière tes yeux fatigués. Il faut juste que tu décides de la laisser sortir. Les enfants grandissent. Élise. Bientôt. Ils partiront. Et qu'est-ce qu'il te restera? Cette maison vide et des rosiers massacrés? Sa franchise était brutale. Mais nécessaire. Elle avait raison.
Je me perdais. Je m'effaçais jour après jour. Consumée par un rôle qui ne semblait plus satisfaire personne. Et surtout pas moi. J'ai regardé ma maison. Les volets clos de la chambre de Léo. La fenêtre de Chloé où je devinais sa silhouette penchée sur son téléphone. Je les aimais plus que tout au monde. Mais cet amour était devenu une cage dorée. Et j'avais oublié comment ouvrir la porte. Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans cette même routine mélancolique. Je croisais mes enfants comme des navires dans la nuit, échangeant des banalités qui laissaient un goût amer de non-dit. J'essayais de créer des ouvertures, de suggérer une sortie au cinéma, un dîner dans notre petite crêperie préférée. Mais je me heurtais à des emplois du temps surchargés ou à un manque d'enthousiasme à peine déguisé. Léo était plongé dans ses révisions pour le bac blanc, motivé non pas par l'amour des mathématiques, mais par la vision d'un scooter chromé. Chloé, quant à elle, naviguait entre ses cours et sa vie sociale intense. Une vie dont je ne connaissais que les bribes qu'elle voulait bien afficher sur les réseaux sociaux. Le point de bascule est arrivé un mardi soir. J'étais en train de préparer le dîner. Un gratin dauphinois dont l'odeur emplissait la cuisine. C'était un plat réconfortant. Un plat de mon enfance. Une de ces recettes qui, je l'espérais naïvement, pouvait encore rassembler une famille autour d'une table. Léo et Chloé sont entrés dans la cuisine ensemble. Ce qui était déjà un événement en soi. Mais ils n'étaient pas là pour le gratin. Ils avaient cet air de conspirateurs. Un mélange de nervosité et de détermination que je connaissais trop bien. C'était le regard qu'ils avaient quand ils s'apprêtaient à demander quelque chose d'important. Chloé a pris la parole la première. Avec une douceur calculée. Maman. On voulait te parler d'un truc. Léo a enchaîné. Appuyé contre le réfrigérateur. Les bras croisés. C'est à propos de nos anniversaires. Leurs anniversaires étaient proches. À seulement 3 semaines d'intervalle. Léo fin octobre. Chloé mi-novembre. Oui. Ai-je demandé? En sortant le plat du four. Je sentais la tension monter. Vous avez une idée de ce que vous aimeriez faire? Un restaurant en famille? Ils ont échangé un regard rapide. En fait, a dit Chloé. On pensait faire une fête. Une fête commune. Ici. À la maison. Mon cœur s'est serré. Une fête. Le mot seul évoquait des images de chaos, des verres renversés sur le tapis. De la musique trop forte. Des adolescents que je ne connaissais pas envahissant mon espace. Une fête? Ici. Ai-je répété? Plus pour gagner du temps que pour autre chose. Oui. A affirmé Léo. Prenant le relais avec plus d'assurance. Ce serait parfait. Le samedi dans 2 semaines. On a vu que tu avais un déplacement professionnel ce week-end-là. Tu pars le vendredi et tu rentres le dimanche soir. On serait seuls. On pourrait tout gérer. Le fait qu'ils aient vérifié mon emploi du temps m'a glacé. Ce n'était pas une idée spontanée. C'était un plan. Méticuleusement préparé. C'est hors de question? Ai-je répondu? Peut-être un peu trop vite. Vous savez très bien ce que je pense des fêtes à la maison quand je ne suis pas là. C'est non. Le visage de Chloé s'est immédiatement fermé. Pourquoi? Toutes mes amies font des fêtes chez elles. Leurs parents leur font confiance. Ce n'est pas une question de confiance. Chloé. C'est une question de responsabilité. Une maison. Ça se respecte. Et je ne veux pas d'alcool. Ni de cigarettes. Mais on n'est plus des bébés. S'est exclamé Léo. Sa voix montant d'un cran. J'ai presque 18 ans. On ne va pas saccager la maison. On veut juste inviter quelques amis.
Écouter de la musique. S'amuser. C'est normal à notre âge. Quelques amis. Ça veut dire combien? 20? 30? On ferait attention. Promis. A supplié Chloé. Les yeux brillants. S'il te plaît. Maman. C'est important pour nous. Je sentais mes défenses fléchir. Leur désir était si palpable. Si intense. Je me suis souvenu de ma propre adolescence. De ce besoin vital d'appartenance. De ces moments de fête qui semblaient être le centre de l'univers. Mais j'étais une mère. Mon rôle était de protéger. De fixer des limites. Votre père serait d'accord? Lui. A lâché Léo. Le coup de grâce. Il savait exactement où frapper. La comparaison m'a blessée. Comme toujours. Julien. Le père permissif. Le grand seigneur qui disait oui à tout depuis son appartement parisien. C'était facile pour lui. Il n'aurait pas à nettoyer les restes de pizza collés au sol ni à s'inquiéter des plaintes des voisins. Papa. Il comprend qu'on a besoin de vivre? A renchéri Chloé. Sa voix se chargeant de reproches. Il n'est pas toujours sur notre dos. Toi. Tu nous étouffes. Le mot a explosé dans le silence de la cuisine. Étiquette. C'est donc comme ça qu'il me voyait. Pas comme une mère qui s'inquiète, mais comme une geôlière. La fatigue de la journée, de toutes les journées précédentes, m'est tombée dessus d'un coup. J'ai regardé leur visage. Si jeunes, si déterminés, si étrangers. Et j'ai ressenti une immense solitude. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que j'étais trop protectrice. Trop déconnectée de leur réalité. Peut-être que si je disais non, je creuserais un fossé encore plus profond entre nous. Un fossé que je ne pourrais jamais plus combler. Le désir de leur prouver qu'ils avaient tort, qu'ils se trompaient sur moi, a commencé à germer. Je voulais leur montrer que je pouvais être cette mère cool et moderne que Julien incarnait si bien à leurs yeux. Je voulais, ne serait-ce que pour une soirée, regagner un peu de leur estime. J'ai poussé un long soupir. Le son de ma propre défaite. D'accord. Leurs visages se sont illuminés instantanément. Vraiment? A demandé Chloé. Incrédule. Vraiment? Ai-je confirmé? La voix lasse. Mais à certaines conditions. Des conditions très strictes. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai pris un bloc-notes. Ils se sont assis en face de moi. Soudainement dociles et attentifs. Premièrement, pas plus de 30 personnes. Et je veux la liste des invités. Ils ont hoché la tête vigoureusement. Deuxièmement, la fête se termine à 2 heures du matin. Pas une minute de plus. Les voisins. Vous vous souvenez? Nouveau hochement de tête. Troisièmement, pas d'alcool fort. Uniquement de la bière ou du cidre. Et avec modération. Si je trouve une seule bouteille de vodka ou de whisky, c'est terminé. Promis. Maman. A dit Léo. L'air sincère. Et enfin. Ai-je conclu? En les regardant tour à tour. Vous nettoyez tout. Absolument tout. Dimanche matin. Quand je rentrerai. Je veux retrouver la maison exactement comme je l'ai laissée. Est-ce que c'est bien clair? C'est clair? Ont-ils répondu en chœur? Leur sourire si large qu'ils auraient pu éclairer la pièce. Ils m'ont remercié. M'ont embrassé sur la joue, un geste si rare qu'il m'a presque fait pleurer, puis ils sont montés dans leur chambre. Déjà au téléphone avec leurs amis pour annoncer la grande nouvelle. Je suis restée seule dans la cuisine.
devant mon gratin qui refroidissait. Un sentiment étrange m'a envahi. Un mélange de soulagement et d'appréhension. J'avais cédé. J'avais acheté un moment de paix. Un semblant de connexion avec eux. Mais à quel prix? Au fond de moi, une petite voix me murmurait que j'avais commis une erreur. Une voix que j'ai choisi d'ignorer. J'ai préféré me concentrer sur le sourire de Chloé et sur l'étreinte maladroite de Léo. J'ai voulu croire que c'était un pas dans la bonne direction. Une preuve de confiance qui allait nous rapprocher. Je me suis persuadée que j'avais pris la bonne décision. Que j'étais une mère qui savait écouter et s'adapter. Dans les 2 semaines qui ont suivi, l'ambiance à la maison a changé. L'air était plus léger. Léo et Chloé étaient de meilleure humeur. Plus communicatifs. Ils me parlaient des préparatifs de la fête. De la playlist qu'ils composaient. Des décorations qu'ils voulaient acheter. Pour la première fois depuis des mois, nous partagions un projet commun. Je me suis laissé prendre au jeu. Je leur ai donné de l'argent pour les boissons et les snacks. Je les ai aidés à déplacer quelques meubles fragiles dans le garage. Je me sentais impliquée. Et ce sentiment était agréable. La veille de mon départ, j'ai réuni mes enfants dans le salon pour un dernier rappel des règles. On est d'accord sur tout? Vous êtes sûr de pouvoir gérer? Mais oui. Maman. Ne t'inquiète pas, a dit Léo en levant les yeux au ciel. Mais avec affection cette fois. On a tout sous contrôle. Profite de ton séminaire à Lille. Et amuse-toi bien, a ajouté Chloé avec un sourire. Le vendredi matin, en quittant la maison avec ma petite valise, j'ai ressenti une pointe d'anxiété. Mais je l'ai repoussée. Ils étaient grands maintenant. Il fallait que j'apprenne à lâcher prise. Je leur ai envoyé un dernier message avant de monter dans le train, soyez sages. Je vous aime. La réponse de Chloé a été quasi instantanée, un simple cœur rouge. C'était assez pour me rassurer. J'ai regardé le paysage défiler par la fenêtre du TGV. En me disant que Sophie avait peut-être tort. Parfois, il fallait savoir céder pour mieux reconstruire. J'ignorais que je ne reconstruisais rien du tout. J'étais simplement en train de poser, moi-même, la première pierre de ma propre prison. Le séminaire à Lille était aussi ennuyeux que prévu. Des présentations PowerPoint interminables. Des discussions sur des normes architecturales qui me semblaient appartenir à une autre vie. Et des pauses café où je me sentais totalement décalée. Mes collègues parlaient de leurs projets, de leurs ambitions. Moi, je pensais à la maison. Je regardais mon téléphone toutes les 10 minutes, espérant un message, un appel. Mais il n'y avait rien. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle, me suis-je dit. S'il y avait eu un problème, ils m'auraient appelé. Ce silence était le signe que tout se passait bien, que je pouvais leur faire confiance. Le samedi après-midi, pendant qu'un intervenant parlait avec passion de l'isolation thermique des bâtiments passifs, mon téléphone a vibré. C'était un mail de mon entreprise. L'intervenant principal du lendemain matin, la raison même de ma présence ici, venait d'annuler sa venue pour des raisons de santé. La session était donc annulée, et nous étions libres de rentrer chez nous plus tôt que prévu. Un train était disponible en début de soirée. Une vague de soulagement m'a submergée. Je n'aurais pas à supporter une autre matinée de jargon technique. Et puis, une idée a germé dans mon esprit. Une idée excitante, presque enfantine. Je pouvais leur faire une surprise. Je pouvais rentrer ce soir, discrètement. Je n'allais pas interrompre la fête. Bien sûr. Je me garerais au bout de la rue. J'entrerais par la porte de derrière qui donnait sur le jardin.
Et je monterais directement dans ma chambre sans faire de bruit. Le lendemain matin, ils me trouveraient là, en train de préparer le petit déjeuner. J'imaginais leur tête surprise, puis leur sourire. Je pourrais les aider à ranger. Ce serait une façon de leur montrer que je leur faisais confiance, mais que j'étais là aussi pour les soutenir. Cette pensée m'a mise de bonne humeur pour le reste de l'après-midi. J'ai salué mes collègues, sauté dans un taxi et attrapé le TGV de 19 heures. Pendant le trajet, je me sentais légère. J'avais l'impression d'avoir réussi quelque chose, d'avoir franchi une étape dans ma relation avec mes enfants. J'avais lâché du lest et tout se passait bien. J'avais hâte de rentrer. Non pas pour les surveiller, mais pour retrouver la chaleur de mon foyer, même si elle était animée par les basses d'une musique d'adolescent. Il était presque 22 heures quand le taxi m'a déposé au coin de notre rue, comme je l'avais demandé. Déjà de là, je pouvais entendre la musique. Elle était plus forte que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas une simple musique d'ambiance. C'était un martèlement sourd et puissant qui semblait faire vibrer l'air nocturne du quartier pavillonnaire. Mon anxiété, que j'avais si bien réussi à contenir, a refait surface. J'ai marché le long du trottoir, mon cœur battant au rythme de la musique. Devant la maison, plusieurs scooters étaient garés en vrac sur le trottoir, dont un que je ne connaissais pas. La porte d'entrée était grande ouverte, et des silhouettes allaient et venaient, des verres à la main. Ce n'était pas une petite fête entre amis. C'était bien plus que ça. J'ai fait le tour par le petit portillon qui menait au jardin. Heureusement, il n'était pas verrouillé. Je me suis faufilée dans l'obscurité, longeant les murs de la maison. La porte-fenêtre du salon était elle aussi ouverte, laissant échapper une lumière stroboscopique et des éclats de rire. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Mon salon était méconnaissable. Il était bondé. Il devait y avoir au moins 50 ou 60 personnes. Peut-être plus. Des visages que je n'avais jamais vus. Une fumée épaisse flottait dans l'air. Un mélange âcre de cigarettes et d'autres choses. Une odeur sucrée et illégale que je connaissais trop bien. Mes beaux coussins de canapé étaient jetés par terre. Certains servaient de sièges. D'autres d'oreillers. Des bouteilles de bière vides jonchaient la table basse. Mais j'ai aussi aperçu des bouteilles de vodka et de rhum. Ma première règle. Brisée. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas un simple débordement. C'était une trahison. Une trahison de ma confiance. De nos promesses. La colère a commencé à monter. Chaude et piquante. J'ai glissé à l'intérieur. Personne ne m'a remarqué. J'étais une étrangère dans ma propre maison. J'ai essayé de me frayer un chemin à travers la foule moite et bruyante. La musique était si forte qu'elle m'assourdissait, m'empêchant de réfléchir clairement. Je devais trouver Léo et Chloé. Je devais mettre un terme à ce cauchemar. J'ai traversé la cuisine. C'était encore pire. Des verres cassés sur le carrelage. Des chips écrasés. Une flaque de liquide collant qui s'étendait depuis le frigo. Quelqu'un avait tagué un dessin obscène sur la porte du lave-vaisselle avec du rouge à lèvres. La rage a laissé place à une sorte de panique froide. C'était mon sanctuaire. L'endroit où je préparais leur repas avec amour. Et il était souillé. Profané. J'ai finalement trouvé Chloé. Elle n'était pas en train de danser ou de rire. Elle était assise sur les marches de l'escalier menant au premier étage. La tête entre les mains. En train de pleurer. Un garçon que je ne connaissais pas se tenait devant elle. L'air narquois. C'est bon. Arrête de faire ton bébé, disait-il. C'était juste une blague. Mon cœur de mère a pris le dessus sur tout le reste.
J'ai écarté le garçon d'un geste sec et je me suis agenouillée à côté de ma fille. Chloé? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Elle a relevé la tête. Ses yeux rougis et pleins de larmes. Quand elle m'a vue, son expression est passée de la détresse à l'horreur pure. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Tu devais être à Lille. Sa première réaction n'a pas été le soulagement, mais la peur. La peur d'être prise en faute. La blessure a été vive, mais je l'ai ignorée. Mon séminaire a été annulé. Peu importe. Qu'est-ce que ce garçon t'a fait? Rien. Il n'a rien fait. A-t-elle sangloté, en essuyant ses larmes avec rage. C'est toi. Ta présence ici. Tu gâches tout. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Je venais la réconforter. Et elle me rejetait. Le garçon, lui, ricanait. C'est ta mère? Elle est venue te chercher? Tu vas avoir une fessée? D'autres adolescents autour de nous ont commencé à ricaner. Le visage de Chloé est devenu cramoisi de honte. Va-t'en, m'a-t-elle chuchoté. Furieuse. S'il te plaît. Va-t'en. Tu me fais honte. Elle s'est levée d'un bond et a couru s'enfermer dans la salle de bain, me laissant seule au milieu des regards moqueurs. Je me suis sentie humiliée, impuissante. Mon intervention, motivée par l'amour, n'avait fait qu'empirer sa situation. J'étais devenue la source de son embarras. La colère est revenue, plus forte cette fois. J'ai décidé que ça suffisait. J'ai repéré la chaîne Hi-Fi posée sur la cheminée. D'un pas décidé, j'ai traversé la foule et j'ai appuyé sur le bouton arrêt. La musique s'est coupée net. Un silence soudain et pesant est tombé sur la pièce. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Des dizaines de paires d'yeux inconnus me fixaient. La fête est finie. Ai-je annoncé? Ma voix tremblant un peu mais suffisamment forte pour être entendue. Je veux que tout le monde sorte de chez moi. Maintenant. Un murmure a parcouru la foule. Certains ont commencé à protester. Et c'est là que Léo est apparu, sortant de la mêlée. Il était rouge, les yeux brillants. Il tenait une bouteille de bière à la main et il titubait légèrement. Maman? A-t-il dit. Son ton un mélange d'incrédulité et de fureur. Mais qu'est-ce que tu fiches ici? C'est plutôt à moi de vous poser la question. Ai-je crié? La voix soudainement stridente. Regarde autour de toi. Léo. Regarde l'état de ma maison. C'est ça. La petite fête que tu m'avais promise? C'est ça. Ta parole? Il a eu un mouvement de recul. Comme si je l'avais frappé. La honte a traversé son visage. Mais elle a été rapidement remplacée par une colère défensive. Le fait d'être réprimandé devant tous ses amis était l'humiliation suprême. C'est bon. Ça a juste un peu dérapé. C'est tout. A-t-il lancé pour se donner une contenance. Pourquoi il a fallu que tu rentres maintenant? Tu ne pouvais pas rester où tu étais? C'est chez moi ici. J'ai le droit de rentrer quand je veux. La tension était palpable. Ses amis nous regardaient comme si nous étions un spectacle. Certains ricanaient. Tout le monde dehors. Ai-je répété, en désignant la porte. Personne n'a bougé. Ils attendaient tous la réaction de Léo. Leur hôte. Mon fils était pris au piège. Entre l'obéissance à sa mère et la préservation de sa fierté devant ses pairs. Il a choisi la fierté. Non. A-t-il dit. En me défiant du regard. La fête n'est pas finie. C'est toi qui vas arrêter de faire une scène. Le choc de sa rébellion ouverte m'a coupé le souffle.
Jamais. Au grand jamais. Il ne m'avait parlé sur ce ton. C'était comme si l'alcool et la pression du groupe avaient fait sauter toutes les barrières du respect. Léo. Je ne le répéterai pas une dernière fois. Si dans 5 minutes cette maison n'est pas vide, j'appelle la police. La menace a flotté dans l'air. C'était l'arme ultime. La ligne à ne pas franchir. Je l'ai dit sans vraiment penser que j'irais jusqu'au bout. Mais dans son état, il a pris ça comme une déclaration de guerre. Tu ne ferais pas ça, a-t-il sifflé, le visage déformé par la rage. Et c'est pour voir. Ce fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Ce qui s'est passé ensuite reste un peu flou dans ma mémoire. Un tourbillon de mouvements et d'émotions violentes. Je me souviens de Léo s'approchant de moi. Son visage à quelques centimètres du mien. Je me souviens de Chloé, qui était sortie de la salle de bain. Le visage blême. Je me souviens d'avoir reculé. Pas par peur de Léo, mais par peur de ce que je voyais dans ses yeux, un étranger. Tu veux tout gâcher? Très bien. Il m'a attrapé par le bras. Sa poigne était forte. Surprenante. Chloé l'a rejoint. Ensemble. Sans un mot. Comme s'ils suivaient un plan terrible et instinctif. Ils ont commencé à me pousser. Ils ne m'ont pas poussé vers la sortie. Ils m'ont poussé vers le couloir. Vers la petite porte sous l'escalier. La porte du débarras. J'ai trébuché. Essayant de résister. Mais ils étaient deux. Jeunes et déterminés. Léo. Chloé. Arrêtez ça. Mes protestations se sont perdues dans le bruit de la foule qui recommençait à s'animer. Sentant que le drame était en train de se déplacer ailleurs. Ils m'ont poussé à l'intérieur du petit espace sombre. L'odeur de poussière m'a assailli. Avant que je puisse réagir, ils ont claqué la porte. J'ai entendu le bruit métallique de la clé tournant dans la serrure. Et puis le silence. Mon propre silence. Choqué. De l'autre côté, j'ai entendu la voix de Léo. Tremblante mais ferme. Reste là un moment. Le temps que ça se calme. Puis la voix de Chloé. Plus faible. Ne gâche pas notre plaisir. La musique a repris. Plus forte qu'avant. Et j'étais seule. Dans le noir. Le cœur en miettes. Enfermé. Par mes propres enfants. Le premier instant fut celui de l'incrédulité. Je suis restée figée. La main sur la poignée de porte froide. Incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Mon cerveau refusait d'enregistrer l'information. Mes enfants. Léo et Chloé. M'avaient enfermée. Le mot même semblait absurde. Sorti d'un mauvais film. J'ai secoué la poignée. Une fois. 2 fois. Rien. Le verrou était bien mis. Le bruit de la musique, assourdissant quelques secondes plus tôt, me parvenait maintenant de manière étouffée. Lointaine. Comme si j'étais sous l'eau. C'était le son de leur monde. Un monde dont j'étais désormais physiquement exclue. Léo. Chloé. Ouvrez cette porte immédiatement. Ai-je crié. Ma voix se brisant contre le bois épais. Ce n'est pas drôle. Aucune réponse. Seules les vibrations des basses qui traversaient le sol et remontaient le long de ma colonne vertébrale. J'ai frappé à la porte. De plus en plus fort. D'abord avec le plat de la main. Puis avec le poing. Ouvrez-moi. Vous m'entendez? Mes coups de poing se perdaient dans le vacarme de la fête. Personne ne m'entendait. Ou peut-être que personne ne voulait m'entendre. L'idée m'a glacé plus encore que le froid du petit débarras. J'étais prisonnière. Et mes geôliers étaient retournés s'amuser.
La colère a déferlé. Une vague brûlante qui a balayé le choc et l'incrédulité. Une colère pure. Sauvage. Comment osait-il? Après tout ce que j'avais fait pour eux. Toutes ces années de sacrifice. De nuits blanches. De repas préparés. De devoirs surveillés. Tous ces moments où j'avais mis mes propres besoins. Mes propres rêves. De côté pour eux. Et voilà comment ils me remerciaient. En me traitant comme une intruse. Une gêne à mettre au placard. J'ai hurlé leur nom. Encore et encore. Jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. J'ai donné des coups de pied dans la porte. Faisant trembler les vieilles étagères qui tapissaient les murs. Un carton a glissé et s'est écrasé au sol, répandant son contenu. Dans la faible lumière qui filtrait sous la porte, j'ai distingué des formes familières. Des cahiers de poésie de Chloé quand elle était en primaire. Le costume de Zorro que Léo adorait porter. Même pour aller à la boulangerie. Des souvenirs de leur innocence. Des preuves de l'amour que je leur avais porté. Un amour qui me semblait maintenant avoir été à sens unique. Épuisé, j'ai fini par glisser le long de la porte pour m'asseoir sur le sol glacial. Le froid s'infiltrait en moi. Mais il n'était rien comparé au gel qui envahissait mon cœur. Je me suis recroquevillée, enlaçant mes genoux. Les larmes que j'avais retenues ont commencé à couler. Silencieuses et amères. Je ne pleurais pas seulement à cause de leurs gestes. Je pleurais sur l'échec. Mon échec en tant que mère. Où m'étais-je trompée? Quand avais-je perdu le contrôle? Était-ce le jour où j'avais cessé de travailler pour me consacrer à eux? Était-ce le divorce? Qui les avait forcés à choisir un camp? Même inconsciemment? Julien, avec ses cadeaux et sa permissivité, avait gagné leur loyauté. Tandis que moi, avec mes règles et ma présence constante, j'avais récolté leur ressentiment. J'avais voulu être une mère parfaite. Mais j'étais devenue une caricature. La rabat-joie. La gardienne des contraintes. Celle qui, comme l'avait dit Chloé, gâchait le plaisir. De l'autre côté de la porte, la fête continuait. J'entendais des éclats de rire, des conversations animées, des verres qui se brisaient. Chaque son était une torture. J'imaginais Léo, au milieu de ses amis, jouant le rôle du maître de maison rebelle, fier de son coup d'éclat. J'imaginais Chloé, soulagée de m'avoir fait disparaître, dansant pour oublier sa honte. Est-ce qu'il pensait à moi? Une seule seconde? Avait-il le moindre remords? Le temps s'est étiré, devenant une masse informe et douloureuse. Chaque minute était une éternité. J'ai perdu la notion des heures. Était-il minuit? 1 heure du matin? Je n'en avais aucune idée. Le noir du débarras était presque total. Mes yeux se sont habitués à l'obscurité. Distinguant les silhouettes fantomatiques des objets entassés, une vieille chaise. Un sapin de Noël artificiel démonté. Des valises vides. C'était le cimetière de notre vie de famille. Et j'étais la gardienne involontaire de ces ruines. Pour échapper à la panique qui menaçait de m'engloutir, j'ai commencé à me concentrer sur les détails. La poussière qui me piquait la gorge. Le bruit d'une araignée tissant sa toile dans un coin. Le filet de lumière sous la porte, qui vacillait au passage des gens. C'est en fixant cette ligne lumineuse que j'ai surpris des bribes de conversation. Complètement fou. Ton frère. D'enfermer sa propre mère. Disait une voix de fille. Laisse. Il a bien fait. Répondait une autre. Elle allait tout foutre en l'air. J'ai entendu des pas s'approcher. Mon cœur a bondi. Léo? Chloé? Venait-il enfin me libérer?
Mais non. Les pas se sont arrêtés juste devant la porte. Tu crois qu'elle va bien là-dedans? C'était la voix de Chloé. Elle était basse. Inquiète. Une lueur d'espoir s'est allumée en moi. Elle s'inquiétait. Elle regrettait. Laisse tomber, a répondu la voix de Léo. Il semblait plus assuré. Ou peut-être voulait-il simplement le paraître. Elle est mieux là qu'à nous faire la morale devant tout le monde. On la sortira quand tout le monde sera parti. Mais si elle fait une crise? Elle n'a qu'à se calmer. C'est de sa faute? Après tout. C'est elle qui est revenue sans prévenir. Leurs voix se sont éloignées. L'espoir s'est éteint aussi vite qu'il était venu. Il ne regrettait pas. Il justifiait son acte. Il me rendait responsable. C'est moi qui avais tort. J'ai enfoui mon visage dans mes mains. Secoué par des sanglots silencieux. La solitude que j'éprouvais était totale. Abyssale. Ce n'était plus seulement une question de distance émotionnelle. De fossé des générations. C'était une rupture. Un acte d'une violence symbolique inouïe. Il ne m'avait pas seulement enfermé dans un placard. Il m'avait signifié que ma place n'était plus parmi eux. J'étais devenu l'autre. L'ennemi. Peu à peu. La musique a commencé à baisser d'intensité. Les voix se sont faites moins nombreuses. J'ai entendu les premiers au revoir. Les portes qui claquent. Le bruit des scooters qui démarrent. La fête se terminait. Je me suis redressée. Le corps endolori par le froid et la position inconfortable. L'espoir est revenu. Plus timide cette fois. Ils allaient venir. La fête était finie. Ils allaient tenir leurs promesses et me faire sortir. J'ai attendu. J'ai écouté le silence s'installer progressivement dans la maison. Un silence lourd. Poisseux. Ponctué par le bruit d'une bouteille qui roule sur le sol. Ou d'un pas mal assuré dans l'escalier. J'ai entendu Léo et Chloé parler à voix basse dans l'entrée. Leurs mots étaient indistincts. Pâteux de fatigue et d'alcool. Puis j'ai entendu leurs pas monter l'escalier. De plus en plus lent. J'ai entendu la porte de la chambre de Chloé se fermer. Puis celle de Léo. Et puis... plus rien. Le silence total. Ils m'avaient oublié. Ou pire. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils avaient choisi de me laisser là. La panique. Cette fois. M'a submergée. Ce n'était plus de la colère. Ni de la tristesse. C'était une peur primale. Claustrophobique. L'air semblait se raréfier. Les murs se rapprochaient. J'ai tambouriné contre la porte de toutes mes forces. Léo. Chloé. Ne me laissez pas ici. Ouvrez. Ma voix résonnait dans la maison vide. Personne ne répondait. Ils dormaient. Probablement d'un sommeil lourd et inconscient. Ou peut-être qu'ils m'entendaient et choisissaient de m'ignorer. L'incertitude était la pire des tortures. J'ai cherché mon téléphone dans mes poches. Il n'y était pas. Je l'avais laissé dans mon sac à main. Posé sur la commode de l'entrée en arrivant. J'étais coupé du monde. Personne ne savait que j'étais rentrée. Sophie pensait que j'étais à Lille. Mes collègues aussi. Personne ne viendrait me chercher avant dimanche soir. Au mieux. L'idée de passer plus de 24 heures dans ce réduit sombre et froid était insupportable. Je me suis laissé tomber au sol. Vaincu. Le combat était terminé. Il n'y avait plus de colère. Plus de larmes. Juste un vide immense. Une sorte de mort intérieure. J'ai fixé le noir. Et le noir m'a fixé en retour. J'ai repensé à ma vie. À mes choix. J'avais tout donné à mes enfants. J'avais bâti ma vie autour d'eux.
Et ce soir? Ils avaient pris cette vie et l'avaient enfermée dans un placard. Ils avaient symboliquement tué la mère omniprésente pour pouvoir exister. Et dans ce processus, ils m'avaient peut-être tué. Moi. Élise. Pour de bon. J'ai fermé les yeux. Non pas pour dormir, mais pour disparaître. Pour cesser de sentir, de penser. Pour me laisser sombrer dans le néant froid et silencieux de ma prison. Le temps n'avait plus de sens. Était-ce 1 heure ou 4 qui s'étaient écoulées depuis que le silence était tombé sur la maison? Je ne savais plus. Mon corps était engourdi par le froid. Chaque muscle me faisait mal. Je m'étais enroulée dans une vieille couverture poussiéreuse trouvée dans un carton. Mais elle n'offrait qu'un réconfort dérisoire. Mon esprit, lui, oscillait entre des vagues de rage impuissante et des abîmes de désespoir. J'étais dans un état de semi-conscience, où les souvenirs et les cauchemars se mélangeaient. Je revoyais les visages de mes enfants bébés, leurs petites mains potelées s'agrippant à mon doigt. Puis je voyais leurs visages adolescents, durs et froids, me poussant dans le noir. La transition était si brutale, si incompréhensible. Où avais-je perdu le lien? Soudain, un bruit a brisé le silence. Un cliquetis. Non pas à la porte du débarras, mais à la porte d'entrée. Mon cœur a sursauté. Qui cela pouvait-il être? Un des amis de Léo qui avait oublié quelque chose? Mon anxiété est montée d'un cran. J'ai retenu ma respiration, tendant l'oreille. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir doucement, puis se refermer. Des pas légers, prudents, ont résonné dans le couloir. Ce n'était pas la démarche lourde d'un adolescent ivre. C'était autre chose. Quelqu'un essayait de ne pas faire de bruit. Un cambrioleur? La peur m'a saisi à la gorge. J'étais piégée. Enfermée. Incapable de crier à l'aide. Incapable de me défendre ou de m'enfuir. J'étais la proie idéale. Les pas se sont rapprochés de l'escalier. Et donc de ma prison. J'ai entendu un hoquet de surprise étouffé. La personne venait sans doute de découvrir l'état du salon. J'ai prié pour qu'elle reparte. Pour qu'elle ne me trouve pas. Je me sentais si vulnérable. Si exposée malgré les murs qui m'entouraient. Puis j'ai entendu un bruit qui m'a glacé. Le bruit d'un trousseau de clés qu'on agite. La personne cherchait une clé. Mon sang s'est figé. Était-ce Léo? S'était-il réveillé? Pris de remords? Non. Les pas étaient trop légers. Trop hésitants. La clé a été insérée dans la serrure de ma porte. J'ai reculé dans le noir. Mon dos heurtant le mur du fond. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Le mécanisme a tourné avec un déclic sec qui a résonné comme un coup de feu dans le silence. La porte s'est ouverte lentement. En grinçant. Une silhouette se tenait dans l'encadrement. Découpée par la faible lumière du couloir. Ce n'était ni Léo. Ni Chloé. C'était Sophie. Mon amie. Ma voisine. Pendant 1 seconde, nous sommes restés immobiles. Elle sur le seuil. Moi dans l'ombre. Son visage était un masque de stupeur et d'incompréhension. Elle tenait un téléphone à la main. Qu'elle a utilisé comme une lampe torche pour éclairer l'intérieur du débarras. Le faisceau lumineux a balayé le sol jonché de débris. Puis s'est posé sur moi. Recroquevillé dans mon coin. Échevelé. Les yeux rougis. Enveloppé dans une couverture sale. Élise? A-t-elle murmuré? Sa voix brisée par le choc. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai pas pu répondre. Les mots ne venaient pas.
Un son rauque est sorti de ma gorge. Un sanglot étranglé. La voir là. Son visage inquiet et bienveillant a fait voler en éclats la carapace de glace que j'avais construite autour de mon cœur. Tout est remonté d'un coup, l'humiliation, la douleur, la peur, l'abandon. Elle s'est précipitée vers moi, a laissé tomber son téléphone et m'a prise dans ses bras. Son étreinte était chaude, solide. C'était la première chaleur humaine que je sentais depuis des heures. Je me suis accrochée à elle comme une naufragée. Et j'ai commencé à pleurer. Vraiment pleurer. Des sanglots convulsifs qui secouaient tout mon corps. Je pleurais la perte de mes enfants, la perte de ma dignité, la perte de mes illusions. Ça va aller? Me chuchotait-elle à l'oreille, en me berçant doucement. Je suis là. Je te sors de là. Viens. Elle m'a aidé à me relever. Mes jambes étaient faibles, tremblantes. Je me suis appuyée sur elle pour sortir du débarras. La lumière du couloir m'a aveuglée. Quand mes yeux se sont habitués, j'ai vu le chaos. Le salon était un champ de bataille. Un désastre. Sophie a suivi mon regard et a secoué la tête avec dégoût. Les salauds, a-t-elle sifflé entre ses dents. Les petits salauds. Elle m'a guidée jusqu'à la cuisine, a écarté des débris pour me faire une place sur une chaise. Elle m'a servi un verre d'eau. Ses mains tremblaient un peu. Comment tu as su? Ai-je réussi à articuler? Ma voix n'étant qu'un murmure. J'ai vu ton taxi te déposer tout à l'heure, a-t-elle expliqué, en s'asseyant en face de moi. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai vu la lumière s'allumer chez toi. Puis le début de la fête. J'étais inquiète. Alors je t'ai envoyé un message. Tu n'as pas répondu. J'ai appelé. Je suis tombée sur ta messagerie. J'ai commencé à trouver ça bizarre. Puis le bruit est devenu infernal. J'ai hésité à appeler la police. Mais je ne voulais pas te causer de problème. Elle a fait une pause. Son regard se durcissant. Et puis, vers 2 heures du matin, j'ai vu 2 jeunes sortir en titubant. L'un d'eux s'est vanté à l'autre. Il a dit, tu te rends compte? Le fils de la maison a enfermé sa propre mère dans le placard pour qu'elle ne gâche pas la fête. J'ai fermé les yeux. Une nouvelle vague de honte me submergeant. Tout le monde savait. Ce n'était plus un secret de famille. C'était une anecdote de soirée. Quand j'ai entendu ça, a continué Sophie, sa voix vibrante de colère, je n'y ai pas cru. J'ai pensé que c'était une blague de mauvais goût. Mais le doute s'est installé. J'ai attendu que le calme revienne. Et quand j'ai été sûre que tout le monde était parti, je suis venue. J'ai le double de tes clés. Tu te souviens? Tu me l'avais donné en cas d'urgence. Elle a eu un rire sans joie. Je crois qu'on peut dire que c'était une urgence. Elle m'a regardé. Ses yeux sont dans les miens. C'est eux? C'est Léo et Chloé qui ont fait ça? J'ai hoché la tête. Incapable de parler. Le simple fait de le confirmer à voix haute aurait rendu la chose trop réelle. Trop définitive. La fureur sur le visage de Sophie était terrible à voir. Je vais les réveiller. Je vais les traîner hors de leur lit. Non. Les jeux interrompus. La saisissant par le bras. Une énergie nouvelle, née du désespoir, a parcouru mes veines. Non. Sophie. S'il te plaît. Ne fais pas ça. Mais Élise. Ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. Ce qu'ils ont fait est. C'est monstrueux. Je sais. Crois-moi. Je le sais. Mais si tu leur parles maintenant,
Si tu leur cries dessus, ils se braqueront. Ils ne comprendront pas. Ils sont partis. Loin. Je ne les reconnais plus. Ce n'est pas à toi de faire ça. C'est à moi. Ce moment, au milieu des ruines de ma cuisine, a été le véritable point de bascule. Plus que d'être enfermé, plus que la peur. C'était la prise de conscience. La prise de conscience que la mère que j'avais été n'existait plus. Cette mère qui pardonnait tout, qui excusait tout, qui cherchait désespérément l'amour de ses enfants, était morte dans ce placard. Une autre Élise était en train de naître. Une Élise plus froide, plus dure. Une Élise qui comprenait que l'amour ne suffisait pas. Parfois, l'amour pouvait même être le problème. Mon amour inconditionnel les avait transformés en petits tyrans. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? A demandé Sophie, sa voix s'adoucissant devant ma résolution soudaine. Je l'ai regardée. Et pour la première fois, j'ai vu clairement le chemin à suivre. Ce n'était pas un chemin de confrontation ou de punition. C'était un chemin de rupture. Je vais partir, ai-je dit. Partir ? Mais partir où ? Je ne sais pas encore. Chez toi. Pour commencer. Si tu es d'accord. Juste pour la nuit. Bien sûr. Élise. Ma maison est la tienne ? Tu le sais bien. Et demain ? Ai-je continué ? Ma voix gagnant en force ? Ils se réveilleront. Ils trouveront la maison dans cet état. Et ils me trouveront absente. Pas de petit déjeuner. Pas de mère pour nettoyer leur désordre. Pas de mère pour encaisser leurs excuses ou leurs justifications. Juste le silence. Juste le vide. C'était une décision cruelle ? Peut-être. Mais leur acte avait été d'une cruauté sans nom. Pour la première fois de ma vie, j'allais répondre à leur égoïsme par le mien. J'allais me choisir. Moi. Avant eux. Sophie m'a regardé longuement. Puis a hoché la tête. Un éclair d'admiration dans les yeux. Fais ce que tu as à faire. Je me suis levée. Chaque mouvement était une douleur. J'ai marché jusqu'à l'entrée. J'ai attrapé mon sac à main sur la commode. Mon téléphone était là. J'ai jeté un dernier regard sur le salon dévasté. Sur l'épreuve de la fête. Sur la porte du débarras. Entr'ouverte comme la bouche d'un tombeau. Je n'ai pas regardé en direction de l'escalier qui menait à leur chambre. Pour l'instant, il n'existait plus. Il n'y avait que moi. Et la nécessité de survivre à ce naufrage. La maison de Sophie était un havre de paix. Propre. Ordonnée. Silencieuse. Tout le contraire du chaos que je venais de quitter. Elle m'a conduite à la chambre d'amis. M'a donné un pyjama propre et m'a préparé une tasse de tisane fumante. Je me suis assise sur le bord du lit. La tasse entre mes mains tremblantes. Mais je n'arrivais pas à boire. Mon corps était là. En sécurité. Mais mon esprit était resté de l'autre côté de la haie. Dans la maison silencieuse et dévastée. Tu devrais essayer de dormir un peu. M'a dit doucement Sophie. En restant sur le seuil de la porte. J'ai secoué la tête. Je ne crois pas que je puisse. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois la porte. Je sens le froid du sol. Elle a soupiré. La compassion se lisant sur son visage. Je comprends. Mais tu es épuisée ? Élise. Tu as besoin de repos. Je savais qu'elle avait raison. Mais le sommeil me semblait être un luxe inaccessible. Comment pouvais-je dormir alors que ma vie venait de voler en éclats ? J'ai fini par m'allonger. Simplement parce que mes membres refusaient de me porter plus longtemps.
Sophie a éteint la lumière et a fermé la porte doucement, me laissant seule avec mes pensées. Le sommeil n'est pas venu. À la place, les événements de la nuit ont défilé en boucle dans ma tête. La musique assourdissante. Le visage furieux de Léo. Les larmes de honte de Chloé. Le bruit de la clé tournant dans la serrure. Le silence. L'oubli. Chaque détail était une nouvelle blessure. Je me suis sentie sombrer dans un état de choc. Une sorte de détachement anesthésiant. La douleur était si intense qu'une partie de moi s'était simplement déconnectée pour survivre. Je ne ressentais plus de colère. Plus de tristesse. Juste un vide immense. Gris et froid. J'étais une coquille. Vidée de toute substance. La mère que j'étais. Celle qui aurait pleuré. Pardonné. Et tout rangé avant leur réveil. Était bel et bien morte dans ce placard. Les premières lueurs de l'aube ont commencé à filtrer à travers les rideaux. Le dimanche matin. Le jour où je devais rentrer. Le jour où ils allaient se réveiller et faire face aux conséquences de leurs actes. Je n'éprouvais aucune satisfaction à cette idée. Juste une lassitude infinie. De l'autre côté de la rue. Dans ma maison. Le silence régnait encore. Puis, vers 10 heures, j'ai vu la lumière s'allumer dans la cuisine. Léo. Sans doute. J'imaginais la scène. Il descendrait. La tête lourde. La bouche pâteuse. S'attendant à trouver l'odeur du café et peut-être, au fond de lui, sa mère déjà affairée à nettoyer. Mais il ne trouverait que le désordre. Le silence et mon absence. 1 heure plus tard, ce fut le volet de la chambre de Chloé qui s'ouvrit. Le spectacle devait être le même pour elle. La découverte du chaos. Puis la prise de conscience lente et angoissante que la maison était vide. Que j'étais partie. J'ai passé la matinée assise près de la fenêtre de la cuisine de Sophie. Regardant ma propre maison comme une étrangère. Je n'ai pas touché au petit déjeuner que mon ami m'avait préparé. Je me contentais de boire du thé. Fixant un point invisible dans le jardin. Vers midi. Mon téléphone, que j'avais posé sur la table, a commencé à vibrer. C'était Léo. J'ai regardé l'écran s'allumer. Son nom affiché en grosses lettres. Mon cœur a eu un soubresaut. Un réflexe stupide. J'ai laissé sonner. La vibration s'est arrêtée. Puis a repris aussitôt. Il insistait. Je n'ai pas bougé. Puis un message est arrivé. Maman? T'es où? Quelques minutes plus tard, le téléphone a vibré de nouveau. Chloé. J'ai ignoré son appel également. Puis son message, maman. Réponds s'il te plaît. On est inquiet. Inquiet. Le mot a résonné étrangement en moi. Ils étaient inquiets. La veille au soir, ils m'avaient enfermé et oublié. Maintenant, ils étaient inquiets. Leur inquiétude semblait si égoïste. Si tardive. Ils n'étaient pas inquiets pour moi. Pour ce que j'avais pu ressentir. Ils étaient inquiets pour eux-mêmes. Confrontés à une situation qu'ils ne savaient pas gérer. Les appels et les messages se sont succédés toute l'après-midi. Leurs tons ont changé. Passant de l'inquiétude feinte à l'impatience. Puis à une sorte de panique. Maman. C'est pas drôle. Où est-ce que tu es partie? Réponds. Merde. Sophie entrait et sortait de la pièce. Me jetant des regards interrogateurs. Mais elle ne disait rien. Elle respectait ma décision. Mon silence. Vers 16 heures. Une voiture de luxe s'est garée devant la maison. Julien. Bien sûr. Paniqué. Ne sachant que faire.
Ils avaient appelé leur père le sauveur. Celui qui réglait toujours tout avec un coup de téléphone ou un carnet de chèques. Je l'ai vu sortir de la voiture. Son costume impeccable contrastant violemment avec les poubelles qui débordaient sur le trottoir. Il a disparu à l'intérieur de la maison. Je n'ai pas eu besoin d'imaginer la scène. Je savais exactement ce qui se passait. Il découvrait le désastre. Les écoutait lui raconter leur version déformée des faits, une fête qui avait un peu dérapé. Une mère qui avait surréagi et qui était partie en claquant la porte. Il allait sans doute les sermonner, mais sans réelle conviction. Puis, il allait essayer de me joindre. Effectivement. Mon téléphone a sonné. Julien. J'ai décroché. Pour la première fois de la journée. J'ai parlé. Élise? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je suis à la maison. C'est un vrai carnage. Les enfants m'ont dit que vous vous êtes disputés et que tu es parti. Où es-tu? Sa voix était autoritaire. Agacée. Comme si j'étais une employée qui avait abandonné son poste. Je suis en sécurité. Ai-je répondu? Ma voix plate. Sans émotion. En sécurité? Mais enfin. Rentre à la maison. Tu ne peux pas les laisser comme ça. Ils sont complètement perdus. Ah oui. Ils étaient perdus. Cette nuit. Quand ils m'ont enfermé à clé dans le débarras. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Un silence stupéfait. Ils ont fait. Quoi? Tu as très bien entendu? Julien. Mais. Pourquoi ils auraient fait une chose pareille? Il semblait sincèrement choqué. Pour lui. Ses enfants étaient parfaits. Parce que je gâchais leur plaisir? Ai-je répondu? En citant les mots de Chloé. Pose-leur la question. Demande-leur de te raconter toute l'histoire. Pas seulement la partie qui les arrange. Élise. Écoute. C'est sûrement un malentendu. Ils sont jeunes. Ils ont bu. Ne leur trouve pas d'excuses? Julien. Pas cette fois. Pour une fois dans ta vie. Arrête de les couvrir. Ma voix s'est brisée. La colère revenant par vagues. C'est aussi de ta faute? Tout ça. Avec ton argent. Tes cadeaux. Ta façon de saper mon autorité à chaque occasion. Tu as fait d'eux des enfants rois. Incapables d'assumer la moindre conséquence de leurs actes. Alors maintenant? Assume. Toi. Tu voulais être le père cool? Parfait. Gère la situation. J'ai raccroché avant qu'il ait pu répondre. J'étais tremblante. Lui avoir dit ces 4 vérités m'avait coûté une énergie folle. Mais cela m'avait aussi fait un bien immense. Je suis restée à la fenêtre. Peu de temps après, j'ai vu Julien ressortir de la maison. Il n'était plus aussi fringant. Son visage était sombre. Soucieux. Il a passé près d'1 heure au téléphone dans sa voiture, marchant de long en large. Puis il est retourné à l'intérieur. 20 minutes plus tard, il est ressorti, suivi de Léo et Chloé. Ils avaient chacun un petit sac. Leur visage était blême. Leurs yeux rougis. Ils n'osaient pas regarder en direction de la maison de Sophie. Mais je sentais qu'ils savaient que j'étais là. Que je les observais. Ils sont montés dans la voiture de leur père, qui a démarré en trombe et a disparu au coin de la rue. La maison était de nouveau vide. Silencieuse. Une coquille abandonnée. J'étais seule. Vraiment seule. Mes enfants étaient partis. Mon mari m'avait, une fois de plus, abandonnée. La maison, qui avait été le centre de mon univers,
n'était plus qu'un décor vide et sale. C'était le point le plus bas de ma vie. Tout ce pourquoi j'avais vécu, tout ce qui m'avait défini, avait disparu en l'espace de 24 heures. Sophie est venue poser une main sur mon épaule. Ils sont partis. Je sais. Ai-je murmuré. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je l'ai regardé. Et pour la première fois, je n'avais pas la réponse. Le futur était une page blanche. Terrifiante. J'avais gagné ma liberté. Mais c'était la liberté d'une naufragée sur une île déserte. J'avais réussi à m'extraire de ma prison. Mais pour me retrouver où? Dans un monde où je n'avais plus de rôle. Plus de but. J'étais Élise. Juste Élise. Et je ne savais absolument pas qui c'était. L'architecte brillante dont Sophie parlait semblait être une étrangère. Une femme d'une autre époque. Devant moi, il n'y avait rien. Juste le vide. Et la tâche écrasante de devoir tout reconstruire? À commencer par moi-même. Les premiers jours furent les plus étranges. Je vivais chez Sophie. Dans un état second. Comme si je flottais en dehors de mon propre corps. Le matin, je me réveillais dans une chambre qui n'était pas la mienne. Avec le silence pour seule compagnie. Il n'y avait pas de course contre la montre pour préparer le petit déjeuner. Pas de sac de sport à chercher. Pas de disputes adolescentes à arbitrer. Le vide qu'ils avaient laissé était une présence physique. Une amputation. Sophie était d'une patience infinie. Elle ne me posait pas de questions. Ne me poussait à rien. Elle était juste là. Une présence rassurante. Me préparant des repas que je mangeais sans appétit. S'asseyant avec moi le soir devant la télévision sans que nous regardions vraiment le programme. Au bout de 3 jours, je savais que je ne pouvais pas rester indéfiniment sa prisonnière volontaire. Je devais affronter ma maison. Ma vie. Un matin, après qu'elle soit partie travailler, j'ai pris le double des clés. J'ai traversé la rue et j'ai ouvert ma propre porte d'entrée. L'odeur m'a saisi à la gorge. Un mélange aigre d'alcool renversé, de nourriture moisie et de fumée froide. C'était l'odeur de la décomposition. Le chaos était exactement tel que je l'avais laissé. Rien n'avait bougé. Julien avait emmené les enfants, mais il n'avait pas levé le petit doigt pour nettoyer. C'était ma maison. Mon problème. Encore une fois. Je suis restée un long moment dans l'entrée. Paralysée. Chaque objet déplacé. Chaque tache sur le mur était une accusation silencieuse. J'ai eu la tentation de faire demi-tour. De retourner me cacher chez Sophie. Mais la nouvelle Élise, celle qui était née dans le débarras, a refusé. Non. Je n'allais pas fuir. C'était ma maison. J'allais la reconquérir. J'ai ouvert toutes les fenêtres en grand, laissant l'air frais de l'automne chasser les fantômes de la fête. Puis, méthodiquement, j'ai commencé à nettoyer. J'ai mis des gants en caoutchouc. J'ai pris des sacs poubelles et j'ai commencé à jeter. Je jetais les bouteilles vides, les gobelets en plastique, les restes de nourriture. Mais je jetais aussi autre chose. Avec chaque sac que je remplissais, j'avais l'impression de jeter des années de ressentiment, de sacrifices inutiles, d'attentes déçues. Le travail était physique, épuisant, mais il était aussi cathartique. Je ne nettoyais pas seulement la saleté de mes enfants. Je purifiais mon espace. Mon esprit. Cela m'a pris 2 jours entiers. 2 jours de travail acharné. Sans pause. Alimenté par une rage froide et une détermination nouvelle. J'ai frotté les sols. Lessivé les murs. Nettoyé les taches sur le tapis jusqu'à ce que mes mains soient à vif. Le dimanche soir,
La maison était impeccable. Plus propre? Peut-être. Qu'elle ne l'avait jamais été. Elle était silencieuse? Mais ce n'était plus un silence oppressant. C'était un silence calme. Un silence qui m'appartenait. C'est ce soir-là, assise seule dans mon salon immaculé, que j'ai pris ma première vraie décision pour moi. Je suis montée au grenier. J'ai retrouvé les cartons qui contenaient mes anciens projets d'architecture. Mes dessins. Mes maquettes. Mes carnets de croquis. Je les ai descendus et je les ai étalés sur la grande table de la salle à manger. La table où ma famille ne mangeait plus jamais ensemble. La voir ainsi, couverte de mes créations passées, a provoqué un déclic. Cet espace n'avait plus à être défini par l'absence des autres. Il pouvait être redéfini par ma propre présence. J'ai passé des heures à regarder mes anciens travaux, à retrouver le contact du crayon sur le papier. L'architecte que Sophie avait évoqué n'était pas morte. Elle avait juste été mise en sommeil. Et elle commençait à se réveiller. Pendant ce temps, les enfants étaient chez Julien. Je n'avais aucune nouvelle directe. Mais je savais, par Sophie qui le tenait de Julien lui-même, qu'ils vivaient un choc. Leur père, furieux et honteux de leur comportement, leur avait imposé un régime strict. Plus de sorties, plus de téléphone après 21h, et l'obligation de faire des tâches ménagères. Pour la première fois de leur vie, ils étaient confrontés à des règles dans le royaume de leur père. Et surtout, ils étaient confrontés à mon silence. Mon silence était devenu mon arme la plus puissante. Je ne répondais pas à leurs messages sporadiques, qui oscillaient entre des excuses maladroites, DSL maman, et des reproches, tu nous manques. C'est dur ici. Je savais que toute réponse de ma part, qu'elle soit de colère ou de pardon, briserait le sort. Ils devaient faire face au vide. À la conséquence brute de leur acte, ils avaient fait disparaître leur mère. Une semaine après la fête, Julien a appelé. Sa voix était différente. Moins arrogante. Plus lasse. Élise. Il faut qu'on parle. Je n'en peux plus. Ils sont insupportables. Ils ne font que se disputer. Ils me reprochent de ne pas être toi. Chloé pleure tous les soirs et Léo est devenu muet. J'ai écouté sans rien dire. Je suis désolée. A-t-il fini par lâcher? Et j'ai senti que cela lui coûtait. J'ai été lâche. J'ai toujours choisi la facilité avec eux. J'ai cru que leur acheter des choses suffisait. Je vois bien que non. Tu avais raison. C'était une victoire? Mais elle n'avait aucun goût. Je ne voulais pas qu'il admette sa défaite. Je voulais qu'il comprenne. Ils ont besoin de leur mère. Élise. Non. Julien. Ils ont besoin de comprendre ce qu'ils ont fait. Et moi? J'ai besoin de comprendre qui je suis sans eux. J'ai accepté qu'ils me les ramènent le week-end suivant. Pas parce que je leur avais pardonné, mais parce que la fuite n'était plus une option. La confrontation devait avoir lieu. Ils sont arrivés le samedi après-midi. Julien les a déposés et est reparti presque aussitôt, visiblement soulagé de se débarrasser du fardeau. Ils se tenaient sur le seuil de la porte, leur sac à leurs pieds, comme deux orphelins. Ils semblaient plus jeunes, plus fragiles. Ils ont regardé à l'intérieur de la maison, leurs yeux s'écarquillant en voyant la propreté, l'ordre, et surtout, la grande table de la salle à manger, qui n'était plus une table à manger mais mon espace de travail, couvert de plans et de dessins. Mon apparence aussi les a surpris. Je n'étais pas en jogging, les cheveux en bataille. J'étais habillée, coiffée,
Comme si j'allais à un rendez-vous important. Je ne les ai pas serrés dans mes bras. Je ne leur ai pas souri. Je les ai laissés entrer d'un signe de tête. Montez, posez vos affaires, ai-je dit. Ma voix neutre. Le silence dans la maison était pesant. Ils sont montés dans leur chambre. Puis sont redescendus quelques minutes plus tard, ne sachant que faire. Où se mettre. Ils erraient dans le salon comme des fantômes. C'était la première fois qu'ils devaient affronter leur maison. Leur mère. Après leur acte. Il n'y avait plus de fête. Plus d'amis pour faire diversion. Juste nous trois. Et le poids de ce qui s'était passé. Finalement. Chloé n'a plus tenu. Elle a fondu en larmes. Des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. Léo est resté debout. Le visage fermé. Mais je voyais ses mains trembler. Maman. A commencé Chloé. Sa voix étranglée. On est désolé. Je me suis assise dans le fauteuil. En face d'eux. J'ai attendu. Le mot « désolé » n'était pas suffisant. Il était trop facile. Désolé pourquoi? Exactement? Ai-je demandé? Mon calme les déstabilisant plus que ne l'aurait fait n'importe quel cri. Léo a relevé la tête, me regardant enfin dans les yeux. Pour tout. Pour la fête. Pour le placard. Pour tout ce qu'on a dit. Je ne veux pas de vos excuses. Ai-je répondu? Et j'ai vu la panique dans leurs yeux. Je veux comprendre. Aidez-moi à comprendre. Aidez-moi à comprendre comment les deux enfants que j'ai élevés ont pu faire une chose pareille à leur propre mère. Ce n'était plus une accusation. C'était une question. Une véritable question. Et pour la première fois. Peut-être depuis des années. J'étais prête à écouter leurs réponses. Quelle qu'elle soit. Ce n'était plus un procès. C'était le début d'une conversation. Une conversation douloureuse. Nécessaire. Qui allait décider si notre famille pouvait encore être sauvée? Ou si la porte qu'ils avaient fermée sur moi cette nuit-là resterait fermée pour toujours. Le silence qui a suivi ma question était lourd. Épais. Ce n'était plus le silence de l'évitement ou de la gêne, mais celui de l'introspection. Léo et Chloé se sont assis sur le canapé. Non pas l'un à côté de l'autre comme des complices, mais aux deux extrémités. Isolés dans leur propre culpabilité. C'est Léo qui a parlé le premier. Sa voix était basse. À peine audible. Je ne sais pas. Quand je repense à ce moment, j'ai honte. C'est comme si ce n'était pas moi. Il a levé les yeux vers moi. Et pour la première fois, je n'ai pas vu de la défiance, mais une confusion sincère. Tu es arrivé? Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'être de nouveau un petit garçon qui se faisait gronder. Devant tout le monde. Mes amis. Ils me voyaient comme quelqu'un de cool. De mature. Et toi? En une seconde? Tu as tout détruit. J'ai paniqué. J'ai eu l'impression que je devais choisir entre être ton fils et être moi. Et j'ai fait le plus stupide des choix. Et toi? Chloé? Ai-je demandé doucement. Elle a reniflé, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. J'étais tellement humiliée. Ce garçon. Thomas. Il se moquait de moi depuis des semaines. Quand il a commencé à rire de te voir arriver, j'ai cru que j'allais mourir de honte. Je voulais juste que tu disparaisses pour que ça s'arrête. C'était horrible et égoïste. Je sais. Mais à ce moment-là, c'est tout ce que je voulais. Elle a fait une pause, puis a ajouté quelque chose qui m'a transpercée. Parfois.
J'ai l'impression que tu nous aimes trop. Que ton amour est si grand qu'il ne nous laisse pas de place pour respirer, pour faire nos propres erreurs. Papa, lui, il est loin. Alors c'est facile. Mais toi, tu es toujours là. Et des fois, on a juste envie de te repousser pour voir si on peut tenir debout tout seul. Leurs mots, bien que maladroits, étaient d'une honnêteté brutale. Et ils touchaient juste. Je n'avais jamais vu mon amour comme un poids. Je le voyais comme un bouclier. Mais pour eux, il était parfois devenu une cage. En voulant trop les protéger, je les avais peut-être empêchés de grandir. Et en m'oubliant moi-même, j'avais fait de mon rôle de mère le seul horizon de ma vie. Un horizon qu'ils se sentaient obligés de fuir pour trouver le leur. Pour la première fois, nous ne parlions plus de la fête, de l'alcool ou du désordre. Nous parlions de nous. De la dynamique toxique qui s'était installée au fil des années. Nourrie par le divorce, les malentendus et le manque de communication. Je comprends, ai-je dit. Et le simple fait de prononcer ce mot a semblé libérer quelque chose dans l'air. Je comprends que j'ai ma part de responsabilité. J'ai tellement eu peur de vous perdre après le départ de votre père, que je me suis accrochée trop fort. J'ai oublié que mon rôle n'était pas de vous retenir, mais de vous apprendre à voler. Et j'ai aussi oublié de vivre pour moi. Mon regard s'est porté sur mes dessins étalés sur la table. Cette personne-là, l'architecte, je l'avais enfermé dans un placard bien avant que vous ne le fassiez. Cette conversation a duré des heures. Il y a eu des larmes, de longues pauses, des aveux difficiles. Ils m'ont parlé de la pression du lycée, de la difficulté de naviguer entre deux foyers aux règles si différentes. Je leur ai parlé de ma solitude, de mon sentiment d'invisibilité. Nous avons vidé nos cœurs, sans filtre, sans accusation. Nous n'étions plus une mère face à ses enfants coupables. Nous étions 3 personnes blessées, essayant de retrouver un chemin les unes vers les autres. Je ne leur ai pas dit que je leur pardonnais. Les mots auraient été vains. Le pardon n'est pas une déclaration. C'est un processus. Et le nôtre ne faisait que commencer. Mais je leur ai dit que j'étais prête à essayer. À essayer de reconstruire quelque chose de différent. De plus sain. Mais les choses vont devoir changer. Ai-je ajouté. Mon ton redevenant ferme. Cette maison n'est plus seulement la maison de maman. C'est notre maison à tous les 3. Et cela implique des responsabilités pour chacun. Et je vais reprendre mon travail. Pas à plein temps. Peut-être. Mais je vais recommencer à dessiner. À avoir des projets. J'ai besoin de retrouver Élise. Et vous avez besoin de voir que je suis plus qu'une simple mère. Ils ont hoché la tête. Ils ne comprenaient peut-être pas encore toute la portée de mes paroles. Mais ils sentaient que c'était un nouveau départ. Les semaines qui ont suivi ont été une lente et délicate reconstruction. Les règles de la maison ont été redéfinies. Ensemble, nous avons établi un planning des tâches ménagères. J'ai recommencé à postuler pour de petites missions d'architecture en freelance. L'un de mes premiers projets fut de réaménager le débarras sous l'escalier. Je l'ai vidé. Je l'ai repeint en blanc lumineux et j'en ai fait un petit coin lecture. Avec une étagère et un fauteuil confortable. J'ai transformé ma prison en un sanctuaire. Un symbole de ma propre transformation. La relation avec Léo et Chloé a changé. Elle était moins fusionnelle, plus respectueuse. Il y avait encore des moments de tension, des retours en arrière. Mais nous apprenions à communiquer. À nous dire les choses avant qu'elles ne s'enveniment. Parfois. Le soir. Chloé venait s'asseoir avec moi dans le nouveau coin lecture.
Et nous lisions chacune de notre côté. En silence. Mais ensemble. Léo, lui, a commencé à me parler de ses doutes concernant ses études, de la pression qu'il ressentait. Il me demandait mon avis. Non plus comme un enfant à sa mère, mais comme un jeune homme à un adulte en qui il avait confiance. Un soir, quelques mois plus tard, j'étais à ma table de travail, plongée dans les plans d'une extension de maison pour un client. La journée avait été longue, mais j'étais heureuse. Fatiguée d'une fatigue saine et constructive. J'ai senti une présence derrière moi. C'était Léo. Il est resté un long moment à regarder mon dessin par-dessus mon épaule. C'est beau. Ce que tu fais, a-t-il dit simplement. Ces quelques mots, venant de lui, ont eu plus de valeur que tous les compliments du monde. C'était la première fois qu'il me voyait. Non pas comme sa mère, mais comme une personne à part entière, avec un talent, une passion. Plus tard, alors que je rangeais mes affaires, Chloé est entrée dans la pièce. Elle tenait une tasse à la main. Je t'ai fait une tisane ? A-t-elle dit, en la posant délicatement sur le coin de mon bureau. Elle n'a rien ajouté. Elle est repartie aussi discrètement qu'elle était venue. Je suis restée là, regardant la fumée s'élever de la tasse. Ce n'était qu'une tisane. Un geste simple. Mais il contenait tout. La reconnaissance. Le soin. L'amour. Enfin exprimé de la bonne manière. La porte qu'ils avaient fermée cette nuit-là avait failli tout détruire. Mais en fin de compte, elle nous avait peut-être sauvés. En m'enfermant, il m'avait forcé à trouver la clé pour me libérer. Non seulement du placard, mais de la prison que j'avais moi-même construite. La blessure était toujours là. Une cicatrice fine et discrète sur mon cœur. Elle me rappellerait toujours la douleur de la trahison. Mais elle me rappellerait aussi que c'est parfois dans l'obscurité la plus totale que l'on trouve la force de chercher la lumière. Et que c'est en se perdant que l'on finit par se retrouver. Notre famille n'était plus parfaite. Elle ne l'avait jamais été. Mais elle était devenue réelle. Et c'était infiniment plus précieux.